Bienvenue à tous à notre exploration d'aujourd'hui. On va attaquer un paradoxe assez fascinant, vous allez voir. Oui, Comment la recherche de l'excellence, une qualité qu'on admire tous, peut parfois se transformer en frein, intéressant. s'avérer un véritable handicap, surtout au travail. Oui. On va décortiquer un article qui analyse ce phénomène, et j'ai hâte de plonger avec vous dans ces recoins les plus stimulants. Avec plaisir. C'est un sujet qui me passionne car il touche à des questions fondamentales sur nos motivations, nos aspirations. Tout à fait. L'article pose des questions vraiment percutantes, du genre est-ce que assez bien est réellement suffisant? Ou est-ce que nos exigences élevées nous empêchent d'avancer? Pour nous éclairer sur ces questions, on a la chance d'avoir avec nous un expert qui aide les gens à naviguer ces défis et à tirer le meilleur de leurs aspirations. C'est un plaisir d'être là. J'ai hâte d'échanger avec vous sur ce sujet. Génial. Alors allons-y. L'article met en lumière un point crucial. Même si viser l'excellence est généralement positif, des normes trop rigides peuvent devenir un véritable piège. Oui, c'est là que le paradoxe entre en jeu. On veut tous faire de notre mieux, mais quand cette volonté se transforme en obsession de la perfection. Exactement. Ça peut créer une spirale infernale. Des projets qui s'éternisent, des équipes épuisées et au final une carrière qui stagne. L'article cite l'exemple frappant d'un client qui obligeait ses employés à rester tard pour des modifications insignifiantes sur une proposition. Résultat, Catastrophe. une chute de morale et de la productivité. Ce qui est fascinant, c'est que ce client pensait bien faire. Oui. Il voulait le meilleur pour son entreprise. Mais en réalité, son obsession du détail a eu l'effet inverse. C'est fou, hein. On croit bien faire en étant exigeant, mais parfois ça nous sabote complètement. D'ailleurs, ça me rappelle une expérience que j'ai vécue. Mais on y reviendra plus tard. Avant, je voudrais qu'on explore les questions que l'article pose pour nous aider à identifier si nos propres normes sont devenues un obstacle. Qu'en pensez-vous? Absolument. Ces questions sont essentielles pour prendre du recul. Par exemple, l'article nous invite à nous demander depuis combien de temps avons-nous ces normes? Sont-elles vraiment alignées sur les objectifs de notre organisation? Bonne question. Et surtout, quand avons-nous pour la dernière fois redéfini ce que signifie réussir dans notre contexte actuel? C'est vrai. On a parfois tendance à s'accrocher à des définitions du succès qui ne sont plus pertinentes. Et ça peut nous mener droit dans le mur. Tout à fait. Il faut savoir s'adapter, remettre en question nos acquis. C'est ce qui nous permet d'évoluer et de progresser. Et justement, en parlant d'adaptation, l'article aborde la notion de l'adéquation culturelle. Vous pouvez nous en dire plus? Avec plaisir. En gros, il s'agit de se demander si nos normes élevées sont en phase avec la culture de notre environnement de travail. Est-ce qu'on est dans un milieu qui valorise la perfection à tout prix ou est-ce qu'on est plutôt dans un contexte où la rapidité et l'efficacité priment? C'est une question cruciale, parce qu'on peut vite se sentir à côté de la plaque si nos valeurs ne correspondent pas à celles de notre entreprise. Exactement. Imaginez un artiste minutieux qui se retrouve dans une start-up où tout va à 100 km/h. Ah oui. Il risque de se sentir frustré et de ne pas pouvoir exprimer pleinement son potentiel. C'est l'image de la cheville carrée dans le trou rond. Mm. On force, on s'épuise, mais ça ne fonctionne pas. C'est ça. Parfois, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on n'est pas au bon endroit et qu'il est temps de chercher un environnement qui nous correspond mieux. Et ça demande beaucoup de lucidité et d'honnêteté envers soi-même. Tout à fait. Et c'est là que l'introspection entre en jeu. Il est essentiel de se poser les bonnes questions, de comprendre nos motivations profondes et de s'assurer que nos normes élevées nous servent vraiment au lieu de nous freiner. Justement, en parlant d'introspection, je me souviens d'une période où j'étais tellement obsédé par la perfection d'un projet que j'en ai complètement perdu de vue l'essentiel. Ah oui, racontez-nous ça. Bon, c'était il y a quelques années. J'étais en charge de la conception d'une nouvelle campagne marketing et j'avais des idées plein la tête. Sauf que je voulais que tout soit absolument parfait. Les visuels, les slogans, le timing. Le piège classique du perfectionnisme. On veut tellement bien faire qu'on finit par se noyer dans les détails. Exactement. J'ai passé des nuits blanches à peaufiner chaque élément à tel point que j'en ai oublié l'objectif principal, toucher notre public et générer des résultats. Au final, on a dû lancer la campagne à la va-vite et elle n'a pas eu l'impact escompté. C'est une leçon que beaucoup d'entre nous ont apprise à la dure. La recherche de la perfection peut nous faire perdre de vue la réalité et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et ça nous amène à un autre point important soulevé par l'article, l'importance du conflit productif. Un sujet qui peut paraître paradoxal quand on parle de normes élevées, Oui, mais qui est pourtant crucial. oui, c'est vrai. On a souvent tendance à fuir le conflit, à vouloir que tout se passe en douceur. Mais en réalité, un désaccord peut être une formidable opportunité de croissance à condition de savoir le gérer de manière constructive. C'est là que la communication entre en jeu, non? Absolument.
L'article donne d'ailleurs quelques conseils précieux pour transformer le conflit en un moteur de progrès. Par exemple, il est essentiel de court. Absolument. L'article donne d'ailleurs quelques conseils précieux pour transformer le conflit en un moteur de progrès. Par exemple, il est essentiel de savoir faire une pause lorsque la discussion s'envenime. Plutôt que de répliquer immédiatement, on peut prendre un moment pour respirer. Réfléchir à ce que l'autre personne essaie de dire et calmer nos propres émotions. C'est tellement important de ne pas réagir à chaud. Ça nous évite de dire des choses qu'on pourrait regretter ensuite. Tout à fait. Ensuite, il est important de donner de l'espace aux perspectives des autres. Oui. On a souvent tendance à vouloir imposer notre point de vue, mais il est crucial d'écouter attentivement ce que les autres ont à dire, même si on n'est pas d'accord. Et ça demande un certain effort, surtout quand on est convaincu d'avoir raison. Oui, c'est vrai, mais c'est en écoutant les autres, avec un esprit ouvert, qu'on peut enrichir notre propre compréhension du problème et trouver des solutions plus créatives. Et l'article mentionne un autre élément clé pour gérer le conflit de manière constructive. Oui, il s'agit de partir du principe que les intentions de nos collègues sont bonnes. On a parfois tendance à interpréter les désaccords comme des attaques personnelles, mais il est souvent plus utile de supposer que les autres veulent simplement ce qu'il y a de mieux pour l'équipe ou le projet. En gros, il s'agit de remplacer la suspicion par la confiance. Exactement. Et cette confiance est essentielle pour créer un environnement de travail serein et productif. Alors, si on devait résumer ce qu'on a appris jusqu'à présent, est-ce qu'on pourrait dire que la clé du succès réside dans un savant dosage entre ambition et flexibilité? Oui, c'est une excellente synthèse. L'article nous montre que les normes élevées sont précieuses, mais qu'il est crucial de développer la capacité de les adapter en fonction du contexte, de la dynamique d'équipe et de la culture organisationnelle. Et c'est cette adaptabilité qui fait la différence entre ceux qui s'épuisent à vouloir atteindre la perfection et ceux qui réussissent à s'épanouir professionnellement tout en préservant leur bien-être. Tout à fait. L'adaptabilité est une compétence essentielle pour naviguer dans un monde en constante évolution. D'ailleurs, en parlant d'adaptation, l'article aborde un autre point crucial qui peut paraître contre-intuitif, parfois assez bien et suffisant. Ah oui, c'est un concept qui peut être difficile à accepter pour les personnes qui ont des standards élevés. On a souvent l'impression que si on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes, à chaque instant, on est en train d'échouer. C'est vrai, mais l'article nous invite à remettre en question cette croyance. Dans certains contextes, la rapidité et l'efficacité primant sur la perfection. Exactement. Imaginez une start-up qui lance un nouveau produit sur un marché très concurrentiel. Si elle passe des mois à peaufiner chaque détail, elle risque de se faire doubler par ses concurrents. Parfois, il est plus important d'être le premier sur le marché, même si le produit n'est pas encore parfait. Et dans ce cas, assez bien devient un atout stratégique. Tout à fait. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre la qualité et la rapidité en fonction des enjeux de chaque situation. Bon, on arrive doucement vers la fin de notre exploration, mais j'aimerais vous poser une dernière question, cher auditeur. Si le perfectionnisme est un spectre, où vous situez-vous? Et comment cela impacte-t-il votre travail et vos relations? C'est une excellente question qui mérite réflexion. Prenez le temps d'y penser et de vous demander quelles actions concrètes vous pouvez mettre en place pour que vos standards élevés soient un moteur de succès plutôt qu'un frein. Un conseil précieux. Et avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point que nous avons évoqué plus tôt, l'importance de la communication dans la gestion du conflit. L'article souligne que, et avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qu'on a évoqué plus tôt, l'importance de la communication dans la gestion du conflit. Oui. L'article souligne que la manière dont on exprime nos désaccords peut faire toute la différence. Absolument, il ne s'agit pas simplement de dire ce qu'on pense, mais de le faire de manière constructive et respectueuse. Oui. L'article suggère d'utiliser des phrases qui mettent l'accent sur nos propres sentiments et besoins plutôt que de blâmer l'autre personne. Par exemple, au lieu de dire « tu as tort », on pourrait dire « je comprends ton point de vue, mais de mon côté, je ressens ». Ah oui. Cela permet d'ouvrir un dialogue et de chercher des solutions ensemble plutôt que de s'enfermer dans une opposition stérile. Exactement. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance de l'écoute et de la confiance. Tout à fait, c'est en créant un climat de confiance et de respect mutuel qu'on peut transformer le conflit en une force positive. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, rappelez-vous, le conflit n'est pas forcément un ennemi. Il peut être un allié précieux pour faire émerger de nouvelles idées et améliorer notre façon de travailler à condition de savoir le gérer avec intelligence et bienveillance. Un conseil à garder en tête. On arrive à la fin de notre exploration. J'espère que cette plongée dans le monde, fascinant et parfois paradoxal des normes élevées, vous a apporté des éclairages utiles. Moi aussi, c'est un sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre domaine d'activité.
Et n'oubliez pas, la quête de l'excellence est une belle ambition, mais il est important de trouver un équilibre qui nous permette de nous épanouir professionnellement sans sacrifier notre bien-être. Un message essentiel à retenir. Un grand merci à vous, chers experts, pour votre participation et vos précieux conseils. Avec plaisir, c'était un échange très enrichissant. Et à vous, chers auditeurs, un grand merci de nous avoir suivis dans cette aventure intellectuelle. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration